comment tu pouvais quand même, malgré cette origine qui quand même est un frein, t'as réussi à avoir cette confiance en toi et te dire ok, je vais m'imposer. Je sais où il est mon objectif. Ça va peut-être prendre plus de temps que quelqu'un qui aurait été favorisé, mais je vais y aller. Et j'y vais. J'avais 27 ans quand je me suis lancée. Et c'était les groupes Facebook, le bouche à oreille, etc. J'ai démarré les premiers mois d'activité, je n'avais même pas de site internet. Et je vendais. Et en fait, finalement, la cup menstruelle, c'est un produit que j'utilisais déjà grâce à une collègue qui m'en avait parlé. Et moi, ça a transformé ma vie. Vraiment. Pour ce cup, on a dépassé les 20 millions. De CA. Et aussi ce truc de « Ouais, mais t'as réussi parce que aussi t'es avec un homme blanc. » Ça te touche What ou the pas? fuck, laisse personne me définir et me dire qui je suis, comment je dois être. Bonjour Sokana. Hello Alix. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Est-ce que tu es heureuse d'être ici aujourd'hui là? Oui. J'ai hâte d'échanger avec toi et ouais, j'ai la pêche. Est-ce que tu as peur des questions? Non, Jamais. ça va. Non, ça va, j'ai pas peur. T'as l'air gentil. Ça va, j'ai l'air, attention. Non, mais du coup, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Comme vous le voyez, il manque mon bras droit, mon âme sœur Brenda qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est en Suisse, pas à Dubaï. Mais pour le prochain épisode, on croise les doigts, elle sera là. Donc voilà, je suis désolée, t'auras eu que l'une des deux aujourd'hui. Mais c'est très bien. Hein. La prochaine fois, Voilà, j'espère qu'on sera deux. Sokana, ça fait, je pense maintenant, en réalité, 4-5 ans, non, peut-être 4 ans que je te suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça fait vraiment pas mal de temps. Je regardais sur mes autres comptes et tout. En plus, je fais pas du tout de e-commerce, mais j'étais tombée sur ton compte. Je m'étais dit, ah, j'aime bien. Ok. Peut-être par mimétisme, parce que t'es une femme noire, je vais pas mentir aussi. Souvent, quand on voit des modèles, bien sûr. Exact. Bien sûr. Donc, je te suivais. Et puis, je savais que t'étais à Dubaï. Ouais. Et quand on a lancé ce podcast, j'en ai parlé à Brenda. J'ai dit, écoute, elle fait des cups. C'est son, gros produit, les culottes menstruelles. Mais elle a sorti de la lessive, elle a fait quelques baumes, etc. Franchement, je pense qu'on peut l'inviter dans le podcast et que ça rentre dans le cadre. Elle m'a dit ok go, et du coup te voilà. Et me voilà. Première question, si on devait, pour la question la plus commune, qui es-tu, mais surtout, qui penses-tu être à travers tes réseaux sociaux? Est-ce que si tu te présentes, tu dis ok, je suis Sokona, 400 000 clients, une marque de cosmétiques, tu te présentes plutôt comme maman, comment tu te présenterais? Ok, je me présente même par rapport à ce qu'on voit directement. Donc, je suis une femme noire de 35 ans et maman de 2 enfants. Ouais, souvent, c'est ce que je précise quand on me demande de me présenter. Et après, je parle de la partie un peu plus business, même si ça fait partie de mon quotidien. Et je dis qu'en effet, je suis chef d'entreprise et j'accompagne aussi les femmes à lancer des marques à succès. Voilà. Ok, très belle présentation. Juste petite question. Ouais. Du coup, si tu t'étais présentée il y a 5 ans, qu'est-ce que tu aurais dit ou pas dit de ce que tu viens de me dire là? D'accord. Il y a 5 ans, j'étais toujours maman de 2 enfants. Ça n'a pas changé. Voilà, toujours chef d'entreprise, mais je n'accompagnais pas encore les femmes à lancer leur marque. Donc j'avais, moi, ma marque et je commençais à la développer comme je pouvais. Ça fait 7 ans, c'est ça? 8 ans. J'ai fêté les 8 ans là, il y a quelques jours. Donc 8 ans que la marque existe. 8 ans que la marque existe, tu l'as lancée quand tu étais en France. Ouais, quand tu étais encore assistante sociale. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus donc, sur cette idée? Parce que mine de rien, il y a 8 ans, les cups, ça commençait, moi je m'en rappelle un peu à l'époque, et se lancer dans un marché qui n'était pas le même. Je crois que sur les pubs, on avait encore, quand on parlait des règles, tu sais, les trucs bleus, là, enfin les flux bleus, etc. Le sang était bleu, visiblement, chez Tampax et compagnie. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même un sujet qui restait un peu plus tabou qu'aujourd'hui. Ouais. Pourquoi tu t'es lancée dedans? En gros, qu'est-ce que tu t'es dit? C'était une problématique? C'était un combat? C'est quoi? Ouais, alors du coup, c'est vrai que moi, quand j'étais salariée, donc j'ai eu un diplôme en économie sociale et familiale, et ensuite le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste d'assistante sociale. Et en fait, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais sauf que je trouvais qu'on était très, très limité par les politiques, par les budgets qui baissaient, etc. Et finalement, on se prenait la misère des gens en pleine face. On n'avait pas vraiment d'options pour eux. Et ça commençait à plus me correspondre. Et j'avais vraiment cette soif de liberté. Et du coup, j'avais dans un coin de ma tête cette idée d'entreprendre. Mais comme beaucoup, j'avais pas forcément d'idée. J'avais pas un talent particulier, etc. Donc, je savais pas trop dans quoi me lancer. Et je me cherchais un petit peu, je testais des petits trucs, etc. Et en fait, finalement, la cup menstruelle, c'est un produit que j'utilisais déjà grâce à une collègue qui m'en avait parlé. Et moi, ça a transformé ma vie, vraiment. Mais je trouvais que ce qui était dommage, c'est que j'arrivais pas à trouver la cup idéale. Soit elle était trop souple, soit trop rigide, soit la tige était trop longue, etc. À chaque fois, j'avais un problème, mais je trouvais le concept
hyper intéressants et je les utilisais quand même avec les petits défauts que j'avais trouvés. Et un jour, j'étais en vacances avec ma sœur et ma belle-sœur et là, je me lance dans une présentation folle de la cup parce que ma belle-sœur avait ses règles et ne pouvait pas se baigner. Je dis, mais comment ça, t'as pas de cup? La cup et tout. Et je sors ma cup, je fais une démo, etc. Et je te laisse imaginer le truc. Et elles se regardent, elles me disent, mais Soko, arrête le social et va vendre des cups. Et elle me dit ça en rigolant, on explose de rire. Et je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Je voulais me lancer dans quelque chose, c'est un produit auquel je crois. J'ai pas trouvé la cup idéale, go meuf. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ça t'a pas fait peur de te lancer quand même dans un milieu, en fait, de la sexualité, entre guillemets, féminine, qui touche à la sexualité féminine. Je sais même, il me semble que j'avais vu récemment, c'était sur, tu sais, Qui veut être mon associé, il y avait des entrepreneuses qui avaient parlé d'un sujet justement qui était lié à la sexualité des femmes et elles avaient été un peu lynchées à ce moment-là. Je me rappelle plus du nom, il faudrait que je le trouve. Ça t'a pas fait peur, toi, à cette époque, de te dire, ok, je vais dans ce milieu totalement différent? Pas du tout, parce que moi, je définis pas trop comme la sexualité, en tout cas par rapport à la cup menstruelle, c'est plus l'intimité. Les règles, ça touche la moitié de la population française pendant de longues années, etc. Donc non, ça me dérangeait pas plus que ça. Et en fait, aussi, ce que j'avais observé, c'est que y avait un réel besoin de faire découvrir ce produit. Et ce que j'aimais pas, entre guillemets, sur les cups qui étaient proposés sur le marché français, c'est qu'on était sur un côté très médical. C'est-à-dire qu'on les trouvait dans certaines boutiques bio, dans les trucs zéro déchet ou dans des pharmacies. C'était vraiment très clinique. Et moi, je voulais ramener un côté un peu plus glamour, un peu plus sexy au produit. Donc non, vraiment, ça m'a pas fait peur parce que j'avais senti que ce produit, moi, il avait transformé mes règles et mon intimité. Et je me disais, il faut que je le partage. Je serais égoïste de le garder que pour moi. Donc voilà. Je sais que moi, à l'époque, j'ai essayé la cup. Moi, j'avoue que j'avais pas été fan, mais je pense que j'étais peut-être tombée sur un des modèles que tu expliquais où ça n'allait pas à la tige. Enfin bref, je trouvais ça beaucoup trop compliqué. Par contre, j'ai switché après sur les culottes menstruelles qui ont changé ma vie. Et je sais que les culottes menstruelles, c'est aussi un produit que tu as développé juste en termes de timeline que je resitue. Est-ce que tu l'as développé vraiment après, directement après les cups en disant ok, je vais avoir 2 produits, ou c'est arrivé un peu après? C'est arrivé un peu après. Pendant plus d'1 an et demi, j'étais en monoproduit. Donc, la culotte, j'ai lancé en 2018. Donc, voilà, une des premières marques à proposer ça en France. Et voilà, et ça s'est fait vraiment, en fait, en écoutant les clientes. Parce que tout comme toi, la cup, moi, je kiffais ce produit. Et pour moi, il avait vraiment changé mes règles. Mais il n'était pas adapté à tout le monde. Donc, certaines femmes qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps ne souhaitaient pas la mettre. D'autres trouvaient que ça pouvait être contraignant, voilà, si on doit changer à l'extérieur, etc. Et c'était un produit qui plaisait énormément, mais qui n'était pas adapté à tout le monde. Je regardais un petit peu ce qui se passait outre-Atlantique, aux États-Unis, en Australie, etc. Et j'avais vu que la culotte menstruelle commençait à cartonner là-bas. J'ai senti le truc et je me suis dit, il faut qu'on lance la marque de culotte et puis ça sera une option superbe pour toutes celles qui ne veulent pas la cup, mais qui veulent des protections périodiques saines. Donc voilà, c'est arrivé à peu près un an et demi après que je m'étais lancée. Est-ce que c'est important d'aimer son produit ou d'être utilisatrice de son produit lorsqu'on se lance dans une marque? Ouais, je pense que c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est un plus parce que tu as vécu l'expérience, tu sais parfaitement ce qu'il apporte le produit et même quand tu as des retours clientes, etc., ce qui fait que tu connais le produit, tu l'as testé aussi et du coup, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et quand c'est un produit auquel on croit, généralement, ça transpire en fait. Et voilà. Et moi, je sais que comment je parlais de la cup, il y a des gens, ils ont acheté, etc. Et tout. Et je pense que c'était par rapport à l'enthousiasme que j'avais par rapport au produit et pas forcément sur le fait est-ce que ça marche vraiment techniquement, comment ça va se passer, etc. Mais c'est que j'étais tellement persuadée que le produit, il était bon et qu'il allait apporter du confort aux femmes. Et je pense que ça se voyait dans mon contenu, etc., dans ma manière de partager et d'en parler. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple quand on croit en son produit et quand on le connaît et qu'on l'a testé dans l'idéal. Surtout qu'il me semble que toi, lorsque tu as lancé donc ta cup, tu n'as pas fait de l'achat-revente. C'est-à-dire que tu n'as pas acheté une cup finie pour la revendre. Donc, tu as dû vraiment avoir cette expérience client de la créer entièrement. Je sais qu'il y a eu cette histoire de moule. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette création de produit? Ouais. C'est vrai que, en fait, comme je te disais, j'avais testé plusieurs marques de cup, mais j'arrivais pas à trouver la cup idéale. Donc, je me disais, de toute façon, l'achat-revente, même si je revends un produit, c'est pas un produit sur lequel je suis 100% satisfaite. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je crée ma cup comme moi je l'imagine, avec, par exemple, un truc tout bête, c'est que la plupart des cups, il y a des trous pour laisser un petit peu passer l'air. Et moi, je trouvais que ces trous étaient trop petits. Parce que, par exemple, par rapport à mes règles, moi, j'ai des règles quand même, parfois, mon flux est très épais. Et du coup, les trous se
bouché. Donc, j'avais forcément des fuites. Et je me disais, mais non, mais il faut faire des trous beaucoup plus gros. Je ne sais pas pourquoi les créateurs, ils ont fait ça comme ça, etc. Donc, j'avais imaginé ma cup. Mais après, faut bien que je trouve quelqu'un pour la faire. C'est pas moi dans ma chambre qui allait designer le truc, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, il y avait un site, un forum plutôt, qui se nommait Easy Cup. Je pense qu'ils n'existent plus maintenant. Okay. Et du coup, en fait, ils présentaient, ils comparaient toutes les marques de cup, etc. Et du coup, je les ai contactés au culot en disant, écoutez, je me présente, Socona, j'aimerais bien lancer ma marque de cup parce que j'arrive pas à trouver la cup idéale, etc. Et la nana qui était super passionnée par les cups, elle s'appelait Laura, d'ailleurs, je m'en rappelle. Et du coup, elle m'a dit, waouh, mais c'est super et tout. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai ces retours, etc. Et en fait, elle m'a donné tellement d'éléments pour vraiment avoir la cup idéale. Et dans la conversation, elle m'a dit, d'ailleurs, en atelier français, en fabricant français, tu as un tel, etc. Et puis après, j'ai cherché aussi sur YouTube, et Google, et j'ai réussi à trouver quelques fournisseurs qui pouvaient m'accompagner. Ensuite, j'ai comparé, je me suis déplacée, j'ai expliqué un petit peu mon projet et j'ai choisi celui avec lequel j'avais le meilleur feeling. Voilà. T'as pas choisi au prix, t'as choisi au feeling. Au feeling. C'est intéressant quand même quand on se lance, parce que quand on se lance, on a quand même, bien sûr, il y a un peu le feeling, mais souvent, moi en tout cas, ce que je vois, c'est que ça vient un peu après, c'est déjà, on regarde le prix directement. Oui, c'est clair. Après, moi, c'était à peu près les mêmes prix, quasiment un peu partout. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition. Vraiment. Et j'avais senti que c'est eux qui allaient m'accompagner sur ce projet. C'est pas plus difficile quand même de créer un produit de A à Z? Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris plusieurs mois, je dirais à peu près 2-3 mois, si je me trompe pas. Mais c'était relativement rapide parce qu'ils avaient déjà les matières et ils travaillaient déjà avec des marques de cup. Donc voilà, ils avaient déjà les matières, etc. Donc c'était plutôt le design sur lequel il fallait réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui était hyper marrante. Donc quand je me suis retrouvée chez le fournisseur, en fait, pour parler de la cup, j'avais expliqué pourquoi je voulais des trous plus gros, une tige un peu plus longue, etc. Et en fait, autour de la table, il n'y avait que des hommes. Mais c'est eux qui allaient décider pour moi, alors qu'aucun d'eux n'a ses règles. Et du coup, ils me disent, mais n'importe quoi. Limite, ils me disent, les trous comme ça, moi, je suis sceptique, etc. Je ne sais pas si ça va fonctionner, machin. Et en fait, à un moment, je leur dis, mais messieurs, en fait, il n'y a que moi qui ai mes règles ici. Je sais ce que c'est que porter une cup. Tu as dit ça? Oui, en fait, à un moment donné, OK, je veux bien vous écouter, mais bon, OK, vous êtes ingénieur, etc. Mais moi, je vis l'expérience vraiment et je suis persuadée que des trous plus gros, ce sera mieux. Donc, c'était un pari risqué parce qu'en fait, je devais faire le moule avant de lancer la production en série. Donc, c'est vrai que si je me loupais sur ça, c'est chaud, quoi. Parce qu'en fait, j'ai payé, mais on peut rien en faire, entre guillemets. Mais j'étais hyper confiante et je le savais comment c'était désagréable pour moi d'avoir souvent des fuites avec la cup. Et du coup, let's go, quoi. Donc, parce que t'as dû réunir les fonds quand même. Il me semble que c'était une somme aux alentours de 8-10 000 euros. Ouais, c'est ça, à peu près 9 000 euros, si je ne me trompe pas. Je les avais pas. De toute façon, j'étais avec mon salaire misérable d'assistante sociale. J'avais même pas cette somme et moi, j'ai été très dépensière. Donc, j'arrivais pas trop à garder mon argent. Et du coup, c'est mon mari et ma sœur qui m'ont prêté une partie de la somme. Et moi, j'ai mis un petit peu les petites économies que j'avais. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai lancé la marque, quoi. T'as eu peur? Oui, et en même temps, j'étais tellement excitée et tellement sûre de moi que, en fait, quand je commençais à avoir des doutes, comme tout le monde, quand on se lance, est-ce que ça a vraiment marché, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Mais je savais ce que le produit m'avait apporté et j'avais une confiance aveugle au produit. Donc, je me disais, mais dans tous les cas, ça va marcher, en fait. Et j'avais fait un calcul tout bête. En fait, je m'étais dit, en France, on est 66 millions, à peu près. Donc, on va dire, il y a 33 millions de femmes. Donc, un calcul, une étude de marché dans ma tête, toute seule, en vérifiant aucune donnée. Et je m'étais dit, on est 33 millions. Donc, on va dire, les femmes qui ont leur règle, allez, entre 15 et 45 ans, etc. Et du coup, ça représente, allez, je vais prendre la moitié de ces 15 millions, 17 millions. Je ne sais plus comment j'ai fait le calcul. Mais en tout cas, ça représentait des millions et des millions de femmes. Et je me disais, moi, j'ai juste à vendre peut-être 1000 cups, ça me ferait tant de CA, etc. Donc, au final, je dois toucher 0,00001% de toutes ces femmes en France. Est-ce que j'en suis capable? Je pense que oui. Et voilà, et en fait, c'est comme ça que je me suis lancée. Et voilà, que j'étais très confiante. Tu sais que c'est fou parce que le calcul que tu as fait des têtes, pour la petite aparté, quand tu es en finance et que tu passes tu fais tes entretiens pour les cabinets de conseil, c'est dans une étude de cas où souvent tu as les intervieweurs qui vont te dire « Ok, estime-moi le marché », et du coup c'est deux têtes parce que tu n'as pas les données avant, estime-moi le marché de je ne sais quoi, des supermarchés en France ou de autres, et du coup tu fais exact. En fait, la logique que tu viens de faire, c'est une logique que j'ai dû apprendre pendant mes années d'études pour me préparer à des choses. Et ça m'amène à une autre question, c'est que
si je peux me permettre, et tu l'as toujours mentionné, tu viens quand même d'un milieu qui n'est pas du tout favorisé, d'un milieu économique quand même assez difficile. Tu as grandi en banlieue, il me semble avoir vu que tu vivais en HLM. C'est pas facile quand on vient de ce milieu-là, de se dire qu'on va entreprendre, d'avoir les codes, de pouvoir se parler dans une, comme tu me disais, où tu avais une tablée d'ingénieurs qui se dit, non, en fait, c'est pas comme ça. Ça m'intéresse beaucoup de savoir et de comprendre comment tu pouvais quand même, malgré cette origine qui quand même est un frein, et je pense que clairement, tu as réussi à avoir cette confiance en toi et te dire, ok, je vais m'imposer dans ce milieu, je vais imposer mes choix, je vais réussir à faire. Comment ça t'est venu, comment t'as fait? Je pense que quand je le faisais, je réfléchissais pas vraiment à tout ça. J'étais tellement dans le truc, je veux lancer mon produit, on y va, etc., dans l'excitation, l'enthousiasme, qui faisait que je passais à l'action sans forcément réfléchir à tout ça. Tu vois, par exemple, quand je me suis fait le calcul, j'ai pas réfléchi vraiment à l'étude de marché, je vais regarder sur Google Trends, etc. C'est des choses que j'ai appris plus tard et j'ai vraiment fait au feeling, tu vois. Je sors pas du tout d'une école de finance ou autre, j'en ai jamais fait, même, pour le coup. Mais en fait, je pense que j'étais comme ça à l'instinct et j'y vais. Et on verra ce que ça donne. Et j'ai fait plein d'erreurs. Hein. J'ai perdu beaucoup de temps aussi sur beaucoup de choses. Et comme tu le dis, j'avais pas forcément les codes. J'étais pas issue d'un milieu favorisé où papa ou maman qui ont des contacts, etc. Mais ça m'a pas empêché d'y aller. Et c'est vrai que j'avais souvent cette musique en tête de Kerry James, Banlieusard. Et à un moment, il dit, il parle de la réussite, etc. Et il dit, et même si ça me prend 2 fois plus de temps, 2 fois plus de courage, etc. Et il dit, et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût avant de pouvoir la savourer. Je prendrai 2 fois plus de coups, même s'il faut que je sois 2 fois plus motivée, etc. Et j'ai vraiment ce truc en tête où je me disais, mais c'est pas grave. En fait, je sais où il est mon objectif. Ok, j'ai pas fait d'école de commerce. Ok, mes parents n'ont pas de contact. Ok, si, ok, ça. Ça va peut-être prendre plus de temps que quelqu'un qui aurait été favorisé, mais je vais y aller et j'y vais. Et même si ça prend 10 ans, c'est quoi dans une vie 10 ans? J'avais 27 ans quand je me suis lancée. C'est-à-dire, dans 10 ans, j'aurais même pas 40 ans et j'aurais une boîte à succès. Go, en fait. Mais est-ce que tu t'identifiais, du coup, comme, on va dire, une personne qui venait d'un milieu défavorisé, surtout que tu étais confrontée tous les jours à ça, ou en fait, même pas, et c'était juste dans ton caractère, comme tu le dis, tu t'es dit, j'y vais, c'est pas grave, et du coup, tu penses que c'est vraiment grâce à ton caractère que tu as réussi à y aller? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres, et du coup, c'est un tout, et de toute façon, même si toi, tu veux pas le voir, que tu es une femme noire, racisée, etc., on va te le rappeler. Donc, dans tous les cas, même si je fais abstraction de ça, on me le rappelle constamment. Donc voilà, mais ça m'a pas empêchée, et puis ça allait pas être un frein pour moi, en fait. Et j'allais aussi peut-être montrer la voie et prouver que oui, c'est possible, en fait. On peut venir de banlieue, on peut être une femme noire, on peut rien connaître à la finance, rien connaître au commerce et lancer sa marque et être une badass, quoi. Et voilà, tout simplement. Tu as dit tout à l'heure, du coup, dans cette chanson, en gros, il disait ça va mettre 2 fois plus de temps pour réussir ou ça sera 2 fois plus difficile. Est-ce que toi, tu considères que tu as mis 2 fois plus de temps pour réussir ou est-ce que c'était 2 fois plus difficile ou en fait pas non, du tout? Pas du tout. J'avais cette musique en tête qui était toujours là, mais finalement, pas du tout. Je pense que si, ça a été une force d'avoir ce qu'on peut considérer comme des faiblesses et cette résilience et le fait que vraiment j'étais dans le truc, en fait, je me posais pas beaucoup de questions. Et je passais à l'action. Et je pense que des fois, c'est pas dans notre avantage quand on sort d'une école de commerce, quand on a papa et maman qui nous facilitent ou autre. Et du coup, on se repose sur ces acquis-là et on se dit, moi, ça va être plus simple avec le réseau que j'ai. Ça va être plus simple parce que moi, j'ai fait une école de commerce, je sais comment on fait un business plan, etc. Et en fait, on intellectualise tellement les choses qu'on passe pas à l'action. Et je le vois chez mes clientes que j'accompagne, celles, souvent, les profils qu'on nomme les profils bleus, tu sais, très carrés, il faut les tableaux, il faut tout comprendre avant de me lancer, etc. Ces personnes ont beaucoup de mal à passer à l'action parce qu'elles sont très perfectionnistes et je pense qu'en fait elles se disent tellement attends, moi j'ai quand même fait une école, moi j'ai quand même un tel qui me regarde, je peux pas me louper, je peux pas faire un shooting bancal, je peux pas avoir une DA qui est un petit peu approximative, etc. Et ils vont tellement passer de temps dans ce truc du beau, de moi, il faut que ça soit bien, qu'en fait ils oublient l'essentiel de passer à l'action et de vendre son produit. Tu vois. Donc, je pense que finalement, ça a été une force. Et au contraire, je suis très heureuse d'avoir eu ces désavantages, entre guillemets, comme on peut les citer, parce que je pense que ça m'a aidé à foncer, quoi, et à y aller. Vraiment. Il me semble que c'était pas la seule chose qui t'a aidé. Tu parles beaucoup de ton mari. Tu m'as parlé aussi un peu de ta sœur. Donc, est-ce que
c'était toi vraiment qui étais à la tête, on va dire, du projet et en fait, ces personnes de ton entourage t'ont apporté un soutien et sont venues se greffer au projet ou tout de suite ça a été, on va dire, un projet où tu t'es dit ok, c'est un projet de famille? Alors au départ, c'était mon idée, je me suis lancée, etc. Mais mon mari a toujours été là. D'ailleurs, même le nom de la marque, c'est lui qui l'a trouvé. On était en train de brainstormer, etc. Donc depuis les débuts, pareil, il avait échangé avec certains fournisseurs, etc. Mais il était un petit peu plus en retrait. Lui, à côté, avait aussi son boulot, etc. Mais il me soutenait. Vraiment, il m'a apporté un soutien sans faille. Et pareil pour mes proches, etc. C'était les premières à partager lorsque j'ai lancé ma marque. Mes premières clientes, ça a été mes proches, etc. Et vraiment, t'as je un les bon remercie. entourage. Hein. Ouais, je suis bien entourée. Te le dire, je suis un bon entourage. Ouais. Vraiment, ça, je peux pas le nier. Et je suis vraiment bien entourée. Après, il y a eu aussi des personnes qui l'ont vu comme non, en fait, reste avec nous. Comme on dit, la misère, elle me l'accompagnait aussi. Donc, il y a aussi ça. Mais en tout cas, j'étais très, très bien entourée. Vraiment. Et voilà, je sais plus c'est quoi la question. C'était est-ce que tu étais toute seule au début ou ça a été vraiment un business familial? Donc en fait, tu étais seule et mon ton mari était t'a rejoint à un moment donné. Parce et que... ensuite, en 2019, en fait, il m'aidait tellement depuis le début, etc. Ça a été évident en fait, qu'il vienne et qu'il m'accompagne à la tête de la marque. Et du coup, aujourd'hui, c'est mon associé. On travaille ensemble sur le projet. D'accord. Du coup, vous êtes 50-50. Il a fallu quand même 2 ans. Pendant ces 2 ans, tu n'as pas quitté ton travail tout de suite? Non. Moi, je suis pas en mode sac à dos, allez, je me lance, etc. J'ai quand même un loyer à payer, tout ça. Et j'étais pas en mode kamikaze. Et encore, ça va, mon mari gagnait bien. Donc, dans tous les cas, ses revenus auraient pu permettre de payer le loyer, d'acheter à manger, etc. Mais voilà, je suis pas en mode kamikaze. Je me suis dit, j'y vais doucement. Et au départ, je l'ai fait vraiment très timidement. Je m'étais dit, déjà, si j'arrive à faire quelques compléments de revenus, voilà, mon salaire, il n'est pas foufou, peut-être que je pourrais avoir une meilleure voiture, peut-être que je pourrais avoir passé des meilleures vacances, etc. Donc au départ, c'était vraiment, j'étais pas en mode, ouais, je vais faire le million, etc. Comme on voit aujourd'hui avec, sur les réseaux sociaux où tout le monde veut faire 10K par mois, voilà, etc. Mais les réseaux sociaux n'étaient pas non plus ce qu'ils étaient à l'époque. Non, c'était pas du tout. Nous, on a commencé, c'était Facebook. Il n'y avait même pas Insta. Si, il y avait Insta, mais on communiquait pas du tout sur Instagram. C'était pour trop les jeunes. Voilà, c'est ça. Et c'était les groupes Facebook, le bouche à oreille, etc. J'ai démarré les premiers mois d'activité, je n'avais même pas de site internet. Et je vendais, tu vois. Donc voilà, c'était des commandes en MP. Le truc aujourd'hui, voilà quoi. Notre époque. Donc, tu as fait ça. Quand est-ce qu'il y a eu ce moment de basculement où là, vraiment, tu as quitté, tu as osé? Parce que je pense que c'est difficile d'oser quitter son travail. Quand est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait à peu près au bout de 6 mois. Ça a été quand même relativement rapide. Ça a été super rapide. Oui, parce qu'en fait, il y a un jour, tout simplement, il y avait pas mal de ventes qui se passaient sur le site. Et en fait, j'ai touché en un mois mon salaire. En un jour, mon salaire d'un mois. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, là, je suis même pas à 100% puisque je bosse à côté, etc. Et j'arrive à avoir mon salaire en une journée. Meuf, en fait, là, si tu te mets à temps plein dedans, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, après, j'ai démissionné, je me suis consacrée à 100%, entre guillemets, à la marque. Parce que tu disais que ton objectif au début, quand tu as monté ça, c'était entre guillemets de faire un complément de revenus. Quand on a parlé, tu cherchais une idée pour te faire un complément, pour t'acheter une nouvelle voiture, etc. C'était vraiment ce que tu souhaitais, c'est-à-dire que quand tu as lancé cette marque, ce business, ton objectif c'était juste de faire un peu plus d'argent ou tu recherchais autre chose? Très honnêtement, j'arrive pas à me souvenir exactement dans quel état d'esprit j'étais quand je me suis lancée. Mais je sais qu'au départ, je me suis dit, si je gagne juste 300, 400, 500 euros en plus, c'est bien, ça met du beurre dans les épinards, tout simplement. Mais au fond de moi, je sais que j'avais toujours ce truc de girl boss, etc. Et que peut-être que cette compagnie, elle va m'emmener très, très loin. Voilà. Mais au départ, j'ai démarré vraiment timidement sur... améliorer ton niveau de vie, quoi, voilà, tout simplement. C'est ça. Exactement. Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as eu ce basculement de te dire, ok, j'améliore mon niveau de vie. Après, tu as eu ce basculement où tu as gagné ce que tu te faisais en un mois en disant, ok, en fait, je peux vivre de mon activité. Et est-ce que tu as eu, peut-être que tu l'as pas eu, ce moment où tu t'es dit, ok, en fait, j'avais cette idée, cette boîte peut m'emmener loin, mais là, j'en suis convaincue, c'est ce que je veux faire, c'est que cette boîte, elle va m'emmener loin, et elle va me faire sortir de ma situation, entre guillemets. Quand j'ai eu le déclic, c'est vraiment quand j'ai touché en une journée mon salaire. Et après, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de limite, ça va très, très vite, le e-commerce, parce que, en fait, tu peux toucher des gens partout sur la planète, etc. Et puis, en fait, tu as communiqué, partagé les avis clients, etc. Et ça a été vraiment exponentiel aussi. Donc, au départ, on commence doucement, et puis après, tu contrôles même plus. Ça va, le matin, tu te réveilles, tu as déjà X, CA, etc. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte du potentiel et que j'étais qu'au départ de quelque chose, vraiment. Donc, tu as eu ce départ. C'était à ce moment-là que ton mari a quitté son boulot aussi ou pas encore? Ouais, c'était vers 2019. Okay, lui, 2 ans après, à peu près.
Et du coup, à ce moment-là, donc tu commences. Est-ce que tu étais encore toute seule sur ce business? Est-ce que là, tu avais d'autres personnes pour t'accompagner ou tu étais vraiment encore 100% toute seule? Non, j'étais toute seule. Après, le premier poste dans lequel j'ai investi, c'était le SAV, le service client. Voilà, j'ai pris une personne qui m'a épaulée et qui gérait un petit peu cette partie-là. Et puis après, le reste s'est fait un peu doucement. Ensuite, les réseaux sociaux, ensuite les shootings photos, ensuite ci, ensuite ça, etc. Et voilà. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes? Alors, qui travaille au quotidien sur la marque, on est 6-7 à peu près. Après, on travaille aussi avec pas mal d'agences avec lesquelles on va travailler, par exemple, sur le mailing. Ça va être une équipe d'à peu près 5-6 personnes également avec qui on échange au quotidien. Pareil pour la partie méta, etc. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas encore internalisées. Je ne sais pas si je le ferai un jour, parce que là, ça se passe bien aussi avec les prestataires avec qui on travaille, etc. Donc voilà. Tu te rends compte quand même un peu de... Mais ouais, c'est fou. Franchement, des fois, quand je me pose, je me dis, mais waouh! Tu vois, j'étais assistante sociale, vraiment une perspective de carrière pas folle, hein, vraiment, clairement. Et où j'en suis aujourd'hui, dans la ville dans laquelle j'ai toujours rêvé d'habiter, ne plus avoir besoin de compter et surtout aussi avoir de l'impact dans la vie des gens. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, au bout d'un moment, si je vais vraiment dans cette quête toujours de plus, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'au départ, oui, 10 000 euros, tu les fais. Après, qu'est-ce que tu veux faire? 20 000, après 100 000, après le million, après ci, après ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une quête sans fin. Et il n'y a pas vraiment de... Tu n'en auras jamais assez parce qu'il y aura toujours plus que toi, etc. Par contre, le fait d'avoir vraiment de l'impact dans la vie des gens, ça, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. De me dire, j'accompagne des femmes qui, elles, vont lancer des marques. Je les prends, entre guillemets, pour certaines, toutes bébés, elles ont un petit projet, etc. Et en moins d'un an, ça décolle pour elles. Et je me dis, waouh, c'est pas grâce à moi, parce qu'elles ont fait le travail, elles sont passées à l'action, mais j'ai été ce petit coup de pouce, ce petit truc qui a fait que ça a débloqué des choses chez elles, ça leur a donné une structure, etc. Et ça, je trouve ça juste magnifique, en fait. Ça, c'était du coup ton deuxième pan d'activité dont on reparlera peut-être un peu avec tout ce qui était accompagnement des femmes. Mais du coup, ça, c'est venu, on va dire, quand même un peu après. Bien après. Au début, c'était vraiment cette quête de de liberté financière. Aujourd'hui, du coup, tu te considères, c'est bon, libre financièrement? Tu te considères riche? Complètement. J'ai plus besoin de compter. Donc, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai pas besoin qu'il y ait 300 millions sur mon compte pour me dire « Ah, c'est bon, là, maintenant, je suis riche ». À partir du moment où j'ai la liberté d'avoir le temps et de ne pas avoir besoin de compter, et que si un jour, un de mes proches a un gros souci de santé, il lui faut 20 000 euros pour une opération ou je ne sais quoi, je peux la faire, je peux la payer. Si mon père a besoin de quelque chose, je peux lui offrir. Là, j'estime que oui, j'ai toute la richesse du monde. Et quand je compare à ce qui se passe dans le monde et à la population, j'estime être privilégiée. Clairement. C'est pas des fois difficile de garder les pieds sur terre, surtout quand on vit dans une ville comme Dubaï, où il faut quand même le dire, déjà tout est luxueux. Genre vraiment, moi je sais que ça a été mon premier truc, mon premier ressenti quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, tout est luxueux et tu as l'impression, c'est pas forcément vrai, mais tu as l'impression que toutes les personnes que tu rencontres sont riches ou en plus, en tout cas au début. Moi, ça a été vraiment une impression, peut-être une impression différente, mais tout le monde a réussi, tout le monde des fois te parle à tort ou à travers, j'ai fait des millions. Donc c'est des fois, je trouve aussi un peu difficile de rationaliser ça et de se dire, je vais pas aller dans cette course, tu vois. Au million, etc. C'est compliqué. Moi, je pense qu'aussi mes proches, parce qu'ils ne sont pas forcément de ce milieu-là ou ne vivent pas ce que je vis, ça me remet vraiment les pieds sur terre. Et j'ai gardé les mêmes amis, la même famille. Bon, en même temps, on ne change pas de famille, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, en fait, je pense que ça me remet face à la réalité. Et voilà. Mais des fois, je sens que je suis à des décalages avec mes proches, qui, des fois, sur des petits soucis ou des vacances, où ils vont se dire, non, moi, c'est mort. C'est mort, j'ai pas les thunes, etc. ou autre. Et ça, c'est plus mon quotidien à moi. Donc, des fois, je sens cette distance, mais je garde toujours les pieds sur terre. Et après, à Dubaï aussi, faut se le dire, il y a aussi beaucoup de mythos. Hein. Et c'est ce beaucoup que de personnes j'ai aussi compris qui inventent des lives, etc. Et c'est ce que j'ai compris moi, après. Moi, ça, etc. Et puis après, ils quittent Dubaï parce que ils ont fait les beaux gosses, etc. Et au final, il leur reste rien. Ils n'ont pas investi, etc. Donc, tu as aussi tout et son contraire, quoi, ici. Voilà. C'est ça pour le coup, je pense que non mais c'est trop important que tu le dises parce que même moi je m'étais fait avoir au début où je disais mais en fait je suis la plus pauvre de cette ville, genre vraiment carrément parce que je voyais oui moi j'ai ça et en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte que il y en a qui vivent à crédit, il y en a qui louent des sacs, machin, etc. Il y en a qui ont du fake aussi, de la contrefaçon, tout ça, donc c'est vraiment c'est très m'as-tu vu, etc. Mais quand on creuse un peu, mais en tout cas il y a aussi des personnes qui sont ultra riches ici, et aussi ça tire vers le haut de se dire c'est possible
Et voilà, donc je trouve aussi d'être dans cet environnement, c'est challengeant aussi dans ce sens-là. Ça t'a quand même tiré vers le haut, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, t'es plus en quête. Tu te considères suffisamment riche, en tout cas, tu es suffisamment libre financièrement pour plus être en quête vraiment de plus. Ouais. Mais te dire, ok, maintenant que je vais aider les autres, je vais impacter les autres. Mais finalement, en fait, ça s'est retrouvé vachement dans ton parcours, mais même dans ton produit, depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est tout fait sens et c'est vraiment aligné. Et c'est vrai que voilà, j'étais assistante sociale, conseillère en économie sociale et familiale, dans l'aide. En fait, j'ai toujours voulu aider, accompagner les gens. Et là, du coup, je le fais à une autre échelle et différemment. Donc, mais c'est vrai que tout s'aligne et je reviens à mes débuts à chaque fois. C'est un peu peut-être ta mission de vie. D'ailleurs, pourquoi tu penses que tu as ce besoin d'aider alors que justement, tu as peut-être vécu justement dans une famille où tu avais besoin d'être aidé à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que tu l'as été plus tard ou pas du tout? Tu penses que ça a été ton éducation? Qu'est-ce qui fait que tu as cette envie d'impacter et d'aider aujourd'hui? Je ne me suis jamais posé la question, pour être honnête, franchement. Je crois que c'est en moi, en fait. C'est comme ça. Et puis, je ne me suis pas posé la question de qu'est-ce qui fait que j'ai envie de... J'ai peut-être besoin d'une thérapie pour ça, pour comprendre. Non, pas du tout. Je pense que c'est très sain de vouloir aider, mais c'est vrai qu'on peut se poser quand même la question. Mais j'ai pas un truc derrière où c'est parce que j'ai vécu ça, donc j'ai envie de rendre, ou etc. Non, il n'y a pas un... Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas un truc rationalisé derrière ça. C'est vraiment ton caractère. Ouais. D'impacter, d'aider, et du coup, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu te vois faire d'ailleurs plus tard. Comment tu te vois entre, du coup, ton accompagnement pour aider les personnes à se lancer et ta marque, qui existe toujours et que tu continues de développer énormément. Tu te vois toujours entre ces deux-là ou tu as d'autres projets par rapport à ça? D'aide, peut-être une association d'ailleurs ou pas? Non, je sais pas. Pour tout ce qui est associatif et tout, j'aime bien donner, mais laisser faire. En fait, être vraiment la partie participante des projets, etc. Pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel qui m'anime ou qui me donne envie ou autre, mais donner financièrement et puis laisser des personnes de confiance le faire, c'est très bien pour moi, ça me convient parfaitement. Et me dire, mon argent a permis ça, super, ça me va. Ça me va. Et du coup, pour la partie plus où je me projette, etc., c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à répondre à ces questions quand on me dit où tu te vois dans 5 ans, où tu te vois dans 10 ans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, tu as les deux choses que tu avais voulu, c'est-à-dire que tu as la sécurité, en tout cas financière, et à côté, tu fais quelque chose au quotidien qui impacte et qui fait partie, on va dire, de ta mission de vie. Donc c'est pour ça que vraiment, curieusement, je me dis, aujourd'hui, est-ce que tu attends encore quelque chose ou juste tu te dis, ok, c'est bon, j'ai hacké le game et maintenant, j'ai juste à profiter. Ouais, c'est ça. Et à m'amuser. Je profite, je m'amuse. Après, je continue aussi de travailler beaucoup. Mais du coup, je prends la vie comme elle vient et puis, je me laisse surprendre aussi et pas tout préparer et me laisser aussi vivre, surprendre. Et aussi, j'ai l'impression que plus les années passent et plus je me rends compte que c'est très éphémère, la vie, et que de toute façon, elle va s'arrêter quand on ne sait pas. Et du coup, il y a aussi ce truc-là où je me dis, mais j'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie, qui je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, et me dire, j'ai ces regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Donc, vraiment, je me laisse vivre. Après, j'ai bien entendu des objectifs, une vision d'où je vais aller, etc. Mais c'est pas hyper précis. C'est pas vraiment dans 3 ans, il faut que j'ai atteint cet objectif, il faut que je sois là, etc. Voilà. Est-ce que ça, quand tu parles d'objectifs, tu parles de ta vie personnelle ou professionnelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une entreprise sans objectif? Je pense que c'est compliqué quand même. Parce qu'à un moment donné, l'entreprise, il ne faut pas qu'on oublie que pour qu'elle vive, il faut qu'elle fasse du profit aussi. Son objectif, c'est d'avoir de la croissance, etc. Et du coup, si tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas, en fait. Donc, on vit au jour le jour, on verra. Ça va être compliqué. Et puis, même pour mettre en place des stratégies, les objectifs, etc., l'argent qu'on va dépenser, qu'est-ce qu'il est censé rapporter, etc. Si on n'a pas d'objectif à la clé, c'est compliqué. Voilà, donc tu parlais vraiment d'un point de vue très personnel. Mais dans le professionnel, ça, c'est différent. Et là, il y a les objectifs. Forcément, oui. Pour même les équipes, etc. C'est important. J'aimerais parler du coup d'un autre sujet qui allie un peu justement cette vision personnelle et ce business. Tu as mentionné que tu avais 2 enfants. Ouais. À côté de ça, tu travailles avec ton mari. Oui. J'aimerais parler un peu de cette sphère familiale. Déjà, première question, qu'est-ce que ça fait de travailler avec son mari, qui est du coup son associé, et qui est également le père de ses enfants, avec qui on partage l'éducation. Est-ce que tu t'imaginais déjà faire ça quand tu l'as rencontré? Pas du tout. Et après, c'est pas facile tous les jours. Il faut s'adapter.
etc. Mais en même temps, mon mari, c'est vraiment ma personne préférée au monde. Et j'aime passer du temps avec lui, etc. Et voilà, même si des fois, après, on a besoin un petit peu de souffler, etc. Et là, je pense que chacun a trouvé sa place. Au départ, c'était vraiment très, très dur. Et Surtout je que pense c'était toi qui as eu l'idée, donc finalement... Ouais, mais il était là aussi depuis le début, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué parce qu'en fait, on ne s'était pas vraiment défini les rôles de chacun. Donc lui empiétait sur mon travail, moi j'empiétais sur son travail. Et pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? On s'embrouillait pas mal, etc. Et après, quand on a réussi à trouver vraiment, toi, tes tâches, ça va être ça, ça et ça. Toi, tes tâches, ça va être ça, ça. Des fois, on fait le point, on fait des réunions, on fait le point, etc. Et puis là, c'est beaucoup mieux. C'est plus apaisé, on va dire. Si je peux te rassurer, on a eu le même problème avec Brenda. Ouais. Au début. Donc, que ça soit, je pense, mari, meilleur ami, etc., c'est universel. C'est-à-dire que quand on tant que tu n'as pas défini bien les rôles et les missions de chacun, ça peut être compliqué parce qu'effectivement, on empiète, on a besoin de donner son avis et c'est là où... Ouais, c'est compliqué. Comment tu coupes, du coup? Parce qu'en fait, en plus, il me semble que tu travailles de chez toi. Ouais. C'est ça. Hein. Et du coup, ton mari travaille chez toi aussi. Ouais, de la maison aussi. Comment vous coupez? On coupe pas, en fait. Très honnêtement, même si à chaque fois, on peut faire genre, ouais, là, c'est bon, on est au resto, on parle pas de business, etc. Ouais. Et puis, à un moment, on va rebondir sur un truc, etc. Donc, en fait, c'est comme un membre de notre famille et c'est là, en fait. Et même si on se dit, là, j'y pense pas, là, j'y pense pas, en fait, il y a un truc qui va venir, ou etc. Moi, c'est vraiment dans mon quotidien maintenant. SoCup est dans mon quotidien, mes business sont dans mon quotidien, et voilà, et j'essaie de vivre avec tout ça, en fait. Mais c'est très compliqué de couper. Ouais, voilà. Même quand je suis en vacances ou autre, en fait, c'est toujours là. Vous en parlez, du coup, vous étiez aux Maldives récemment, et du coup... Ouais, elle a fait un shooting pour le nouveau produit SoCup, quoi, aux Maldives, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est toujours là. Et le décor était tellement beau, je me suis dit, mais là, il faut qu'on shoot. En fait, je me suis dit, il faut qu'on shoot le maillot, là, parce qu'il y a une nouvelle couleur de maillot qui sort. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on le shoot, là, tu vois. Donc, en fait, pourtant, on était tranquille, en détente, en Maldives, on coupe, et voilà. Est-ce que ça a renforcé votre couple? Ou est-ce que ça a transformé la relation? Ouais, de toute façon, quand tu bosses avec ton mari, c'est aussi le père de tes enfants, tu es au quotidien avec lui, etc. Je pense que ça renforce. Et voilà, maintenant... Ouais, j'ai du mal à répondre à ces questions. Voilà. Désolée, je te pose des questions. C'est la deuxième fois que tu me dis, j'ai du mal à répondre. Non, mais c'est parce que quand tu en partages, tu partages aussi beaucoup ta relation sur ton compte Instagram. C'est pour ça que je me suis permise aussi un peu d'aborder ces points-là. Ouais. Tu donnes des petites astuces. D'ailleurs, j'en ai trouvé une très très cool que j'ai moi-même appliquée où tu disais... tous les mercredis, je crois. Oui, le mercredi. C'est sacré, nous, le mercredi. C'est vrai qu'avec mon mari, depuis bientôt 2 ans, et on s'y tient, le mercredi, c'est notre moment à nous. Vraiment. Donc, on bosse, etc. On s'occupe des enfants. Une fois que les enfants sont couchés, on fait quelque chose tous les deux. Et on prend le temps de... pour nous, en fait, souvent, c'est le resto parce qu'on aime trop manger, nous. Donc, on va au resto, on se fait beau, etc. Et de temps en temps, même, on l'a essayé. Ça, c'était hyper sympa. C'est qu'on ne part pas ensemble. Donc, lui va se préparer de son côté. Moi, je vais me préparer de mon côté. C'est ce que j'avais trouvé trop cool, ça, j'ai un date, avec mon mari, etc. Mais ça fait un petit peu comme... au départ, en fait, tu sais, quand tu vis pas forcément avec la personne, tu te mets dans ton meilleur jour, etc. Et là, tu es là en mode séduction, etc. Et je pense que ça nous fait du bien parce que ce mercredi, c'est vraiment le temps et notre safe place à nous. Et des fois, par exemple, je suis vendredi, je dis vivement le mercredi et tout. Et on se laisse surprendre, on essaie de faire des choses nouvelles, etc. Et c'est vraiment notre temps, une fois par semaine, très important pour notre couple. Et voilà. Dernière question par rapport à ça. Et après, je te jure, je te laisse tranquille. T'inquiète, non, il n'y a pas de souci. Tu avais eu une sorte, je sais pas si on peut appeler ça un bad buzz, mais je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait fait rire. Et j'avais envoyé ça à Brenda parce qu'on est aussi concernés toutes les deux. Tu avais partagé « J'ai un mari blanc ». Ah oui, voici bien sûr que... Et du coup, il y avait... Bon, déjà, tout ce que tu disais, je pense que toutes les personnes qui sont racisées, qui ont un mari blanc, ont déjà entendu des phrases comme ça. Mais surtout, ça m'a fait beaucoup rire, notamment au niveau des commentaires ou d'autres choses. Est-ce que ça impacte aujourd'hui? Parce que moi, c'est vraiment ma question. Est-ce que ça a un impact dans le business? Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu trouves que si vous avez une réunion, je sais pas, professionnelle, etc., le fait que, bon, déjà que tu sois une femme, mais j'ai plus envie de dire que tu sois noire et que ton mari soit blanc, tu sens quand même une grosse différence ou un impact vis-à-vis de la personne qui va être en face de toi?
Ça dépend, mais il y a déjà eu des fois où, par exemple, ils vont s'adresser directement à mon mari. Genre, moi, on ne me voit pas, quoi. Et voilà, mais ça reste très, très rare et anecdotique. Mais sinon, oui, au quotidien, on peut le vivre aussi. Voilà, tu l'as vu dans les commentaires. Elle trahit ses trucs. Ça, je trouvais ça très drôle le quand même, grand par contre. placement, Ça. machin, on va dans des trucs. En fait, on est juste deux personnes qui s'aiment. Après, oui, c'est un fait. Il est blanc, je suis noire. Et du coup, on conjugue avec ça. Mais c'est pas le socle de notre relation. On n'est pas tous les matins en train de se dire alors comment on vit ça, moi en tant que femme racisée, toi en tant qu'homme blanc, est-ce que tu rattrapes les trucs de colonisation de tes ancêtres, machin. Non, on n'est pas du tout dans cette dynamique là, et en fait on vit au quotidien, on a les mêmes problèmes que les autres couples, et voilà quoi. Ça change c'est vrai pas. que c'est dingue quoi. Et aussi ce truc de ouais mais t'as réussi parce que aussi t'es avec un homme blanc, ça aussi j'ai entendu je ne sais combien de fois. Ça te touche ou pas? Quoi. Quel rapport? Non, ça ne me touche pas. Moi, vraiment, quand les gens ils parlent de moi, etc., en fait, je laisse personne me définir et me dire qui je suis, comment je dois être, et c'est parce que si, que ça, etc. En fait, j'autorise pas les gens à ça. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi, mais moi, je sais qui je suis. Et je suis alignée avec qui je suis. Je n'ai rien à prouver, donc j'ai même pas besoin de me justifier et d'expliquer les choses, etc. Tu penses ça? Ok. En fait, on peut pas faire l'unanimité. On est toujours le trop de quelqu'un ou le pas assez de quelqu'un, etc. Moi, j'aime pas me faire des cheveux blancs pour essayer de rentrer dans le moule et plaire aux gens, quoi, en fait. Franchement, flemme. Et si je peux me permettre une petite anecdote, mais je pense que Brenda m'en voudra pas parce qu'on en parle assez régulièrement, mais elle en a beaucoup, elle en a souffert parce que elle a eu 2 enfants en plus très jeunes. D'accord. Et en fait, c'était même au niveau de sa famille. On lui disait t'as fait des enfants tôt, bizarrement, et très jeune, avec un homme blanc, on sait pourquoi, etc. En se entendant, en fait, tu t'es mis avec un homme blanc, et dans l'imaginaire, rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie, hein, mais blanc est égal riche pour les personnes, des fois, qui viennent d'Afrique ou autres. Et en fait, bref, ça explique tout ça. Et je sais qu'elle en a pas mal souffert au début, et que justement, elle, ça a été aussi un déclic, parce qu'elle s'est occupée de ses enfants au début. Et après, c'est là où elle a lancé sa marque de cosmétiques, où elle s'est dit, en fait, je vais lancer ma marque, je vais leur prouver que voilà, là, j'avais juste 2 ans pour m'occuper des petits parce qu'ils étaient très jeunes et très rapprochés, mais en fait, je vais faire quelque chose et je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et en fait, c'est sympa ce que tu dis, moi, j'ai rien à prouver à personne. T'avais assez de maturité pour dire ça. On n'est pas tous assez forts vis-à-vis des réflexions qu'on peut se prendre. Petit sujet également. Je sais que c'est la hantise des femmes et on en entend de plus en plus parler quand même. Donc ça me rassure, notamment sur LinkedIn ou pas, d'être une maman entrepreneuse. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Est-ce que ça freine ou pas les carrières? Est-ce que c'est compliqué de gérer un business quand on est maman? Moi, je pense que le mythe de la mumpreneur, etc., je trouve que c'est compliqué, oui, mais c'est tout aussi compliqué d'être salarié et maman en même temps. Donc, voilà, tu bosses, tu dois faire garder l'enfant, aller le récupérer, etc. Et je pense que dans les 2 cas, le fait d'être maman et travailler, peu importe que ce soit à son compte, en freelance ou en tant que salarié, ou même travailler en tant que mère au foyer, parce que c'est un travail pour moi, c'est compliqué. En fait, et on doit conjuguer avec tout ça, avec cette charge mentale, surtout quand on a un partenaire qui est présent à moitié ou qui fait pas sa part. C'est très très compliqué, et je pense que c'est pas propre à l'entrepreneur, parce que des fois il y a ce truc de mumpreneur, etc., et on est aussi parfois en tant que femme en train d'essayer de trouver qui souffre la plus, qui est la plus méritante, qui machin, et moi j'en ai marre de cette compétition clairement, et du coup je pense que j'estime qu'une maman salariée peut être tout autant fatiguée qu'une maman entrepreneur et qu'une maman au foyer, clairement. Alors, pourquoi je parle notamment de l'entrepreneuriat, c'est pour tout ce qui va être congé maternité. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, en fait, comment je vais faire en fait, tu dois reprendre très rapidement ton travail parce qu'en fait, c'est toi qui gères l'entreprise. Quand le bébé et que tu n'as pas forcément les moyens de prendre une nourrice, en France, je crois que ça coûte plus cher qu'à Dubaï, si je ne dis pas de bêtises, c'est compliqué. Donc, en fait, c'était plus cette question de, est-ce que c'est vraiment un frein pour monter son entreprise, en tout cas, d'être maman? Pour moi, ça n'a pas été un frein, ça a été aussi une force parce que, justement, ça m'a motivée, ça a été un gros carburant de me dire, pour mes enfants, je veux leur montrer cet exemple et je veux qu'ils manquent de rien. Donc, je vais me battre pour eux. Donc, ça a plus été une force qu'un frein pour moi. Mais après, je pense que ça dépend de chacun et on conjugue avec tout ça, en fait, qu'on soit salarié, indépendante, etc. Il va avoir... c'est une réorganisation. Il y a un nouvel être qui arrive dans le cercle familial. Comment on s'organise avec ça? Donc, je pense que voilà. Et puis après, plus c'est préparé et mieux c'est. Mais c'est clair que, par exemple, moi, je n'ai pas eu de congé maternité.
Et j'ai pas eu de congé parental. J'étais en train d'allaiter et j'étais en train de faire un post sur Instagram pour ma marque, quoi, tu vois, à la maternité. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué et c'est chaud, mais je veux pas dire que c'est cool, etc. Mais je pense que on conjugue avec tout ça et je pense que j'aurais pu peut-être un peu mieux préparer aussi cette réalité-là que j'allais avoir à notre enfant, qui a l'entreprise, il faut qu'elle tourne aussi, à qui je peux déléguer quoi, comment je peux couper, etc. Et lâcher un peu prise aussi de temps en temps. C'est pas grave si c'est pas fait comme nous, comme on a l'habitude, etc. Si on a la possibilité aussi de déléguer, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'en tant que femme, parfois on a du mal à lâcher la vis et je pense que ça fait du bien aussi parfois de lâcher prise, se dire bon, c'est pas parfait, c'est pas exactement comme j'aurais voulu le faire, etc. Mais au moins quelqu'un l'a fait à sa manière et c'est fait et au moins ça tourne. Voilà. Tu parles beaucoup de délégation justement sur tes réseaux, etc. D'ailleurs, je vous encourage vraiment fortement, je vous mettrai les liens, à aller suivre, mais très attentivement, le compte de l'émancipatrice. D'ailleurs, on n'a jamais pas parlé de ce nom, parce qu'elle donne vraiment des conseils, elle donne beaucoup de valeur et des conseils très actionnables pour lancer votre marque et sur des conseils de la vie de tout le temps. Et notamment, tu le dis souvent, déléguer. C'est ce que tu as dû faire, parce que tu as une marque, tu lances plein de nouveaux produits, parce qu'on a parlé des cups, des culottes, etc. Mais tu as aussi tout cet univers cosmétique, lessive, maillot de bain, et la partie formation aussi. Donc, tu as dû... Et puis la partie familiale aussi. Bref, t'as vraiment... c'est ça. Et tout ça aussi, j'ai pu scaler et puis développer mes différents business parce que je ne suis pas toute seule. Et qu'il y a du monde aussi, toutes ces personnes de l'ombre, etc., qui en sont pour beaucoup, si ce n'est plus que moi, parce que je suis un peu la tête d'affiche, entre guillemets, et celle qui réfléchit un peu à la stratégie, etc., pour SOCUP avec mon mari, bien entendu. Mais derrière tout ça, il y a aussi plein de petites mains, ou même des personnes qui sont aussi dans la partie stratégie, qui vont m'aider à aller plus loin, à avoir des regards différents sur certaines choses, etc. Et c'est ce qui m'amène à où j'en suis aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule. Et voilà. Écoute, on a vu pas mal de choses. Je vais finir tranquillement avec des dernières petites questions pour faire, on va dire, pour terminer le topo de tout. Dernière question pour clôturer, on va dire, SOCUP. Tu sors beaucoup de nouveaux produits par an. Est-ce que tu aurais un nouveau produit, ou tu m'as parlé de maillot de bain? Est-ce que tu as quelque chose à nous dévoiler un peu sur SOCUP? Allez, soyons fous. Il y a un produit qui arrive où on va commencer à cibler aussi un peu plus les femmes en périménopause. Donc, généralement, ça commence à partir de la trentaine. Donc, même moi, j'y suis confrontée aujourd'hui. Et du coup, on va pouvoir apporter des solutions pour les accompagner dans cette étape clé de leur vie. Voilà. C'est super. En fait, c'est des nouveaux challenges à chaque fois et encore à chaque fois. C'est magnifique. Toute cette partie accompagnement dans différents points. Moi, je kiffe. C'est vraiment la partie qui, pour le moment, je n'ai toujours pas déléguée, alors que chez SOCUP, j'ai délégué beaucoup de choses. C'est la partie recherche et développement. Sentir un petit peu le marché, quels produits il faut lancer, etc. Des fois, ça floppe, des fois, ça fonctionne, etc. Et ce jeu et tout ce travail qu'il y a pour arriver au produit fini, je trouve ça magnifique. Tu vois, les échanges avec les labos, les tests, la partie échantillon, le packaging, le shooting photo, comment on va lancer, comment on va annoncer, comment on va teaser le nouveau produit, etc. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. Ah oui, t'en parles, on le sent. Et d'ailleurs, parce que je me fais juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même notre domaine d'expertise. Les produits cosmétiques, est-ce que t'as kiffé ou pas en lancer quand même? C'est intense. Entre les ça prend pas 2 mois par contre. Non, c'est clair. C'est vraiment intense, entre les allers-retours, trouver la bonne texture, le bon parfum, ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais fais tester aux autres, peut-être que toi t'aimes pas mais que les autres ils aiment, etc. C'est long, mais quand tu as le produit après, tu es trop fier. Et des fois, après, 3, 4, 6 mois après, tu as les retours clients et tu le rechanges. Donc toi, tu croyais qu'il était parfait et en fait, tu continues à le réadapter, etc. Et un produit où tu penses qu'il allait cartonner, finalement, c'est pas trop ça, etc. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Et voilà, donc c'est très intense, mais c'est une partie que j'aime beaucoup aussi. Ok, donc du coup, pour SOCUP, elle adore les produits cosmétiques. Non, c'est moi qui extrapole de fou. En fait, elle va lancer sa marque cosmétique bientôt, vous ne le savez pas. Non, pas du tout, mais en tout cas, je vous invite à aller sur son site. C'est vrai que je trouve que c'est très complet et que tu as réussi à bâtir un peu une... Enfin, quand je me baladais sur ton site, j'ai l'impression que j'ai eu une toile d'araignée, où c'est-à-dire que tu vois ce produit, ok, c'est intéressant, ah tiens, j'ai l'alternative, ok, ça, j'ai l'alternative. Exactement. Et puis après... Du coup, ça veut dire que tu as bien travaillé ton site internet aussi, parce que même moi, du coup, je me suis projetée. Ah, mais comment je vais faire pour le laver? Ah c'est cool, j'ai ma lessive, j'ai mon lavabo. Et puis, si je suis un peu
c'est super, j'ai un baume hydratant pour la vue. Voilà. Enfin, franchement, je trouve que tu as vachement bien construit un écosystème où exactement. tout est lié. C'était important pour moi. Où tu peux t'amuser quand même et découvrir d'autres secteurs. Et c'est pour ça que je ne voulais pas me définir comme une marque de culottes menstruelles, parce qu'aujourd'hui, c'est notre produit phare, comme pas mal de mes concurrents qui vont proposer que ce produit. Et du coup, non, moi, je voulais proposer vraiment l'écosystème, parce que la culotte, c'est bien, mais il va falloir la laver une fois qu'on l'a utilisée. Donc, on la lave comment ? Avec une lessive, avec un savon. Ça, et puis, si tu es dehors et que tu dois te changer, il te faut une pochette de rangement, etc. Et du coup, c'est vraiment penser à tout ça. Et quand tu as tes règles, des fois, tu as des douleurs de règles. Donc, on propose aussi des compléments alimentaires, etc. J'ai vu que tu avais fait les compléments alimentaires. Donc, c'est vraiment essayer d'accompagner la femme dans toutes les étapes de sa vie correctement et lui proposer des solutions adaptées. Et en plus, toi, tu fais... il me semble que tu m'avais dit avant que tu faisais presque 100% du sur-mesure. Ce qui est quand même... assez particulier. La plupart des marques ne font pas du 100% sur mesure. Quand tu dis 100% sur mesure par rapport aux produits, la formulation... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Souvent, en fait, beaucoup, aujourd'hui, et c'est normal, il y a des avantages et des inconvénients, mais font de la marque blanche ou même font de la revente de produits, peut-être des fois adaptés ou personnalisés un peu. Exactement. Mais c'est très rare et c'est beaucoup plus de travail et de fond, de développer de A à Z. Oui, parce que j'en ai la possibilité financière aujourd'hui. C'est vrai qu'à mes débuts, je pense que par exemple, le baume intime, même avec toute la volonté du monde, ça aurait été très très compliqué de le sortir comme je le voulais. Et je pense que oui, peut-être que j'aurais fait de la marque blanche par exemple pour commencer. Voilà. Donc c'est intense, mais c'est vrai que pour moi c'est important parce que j'en ai les moyens et justement de pouvoir après expliquer en quoi ce produit est différent des concurrents et pourquoi on a choisi ça, pourquoi on a choisi la coco, pourquoi on a choisi ci, pourquoi on a choisi ça, etc. Et qu'il y a un sens derrière le produit et qu'on ne prend pas un truc tout fait, quoi. Mais je pense que c'est bien parce que vous voyez aussi à travers cet échange qu'on peut lancer quelque chose initialement et en fait, de manière, si on est créatif et si on aime ce qu'on fait, il y a toujours des moyens de se diversifier. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais et je pense que tu es l'exemple même du fait de on ne s'ennuie jamais, on peut se renouveler, on peut toujours tisser autour de cette passion, ça va venir de fil en aiguille en fait, tout simplement. Oui, exactement. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès. D'ailleurs, on n'a juste pas parlé chiffres parce que quand même, je le trouve très impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire ton chiffre d'affaires ? Il me semble que c'est assez public, hein, je le partage. de ta marque cosmétique depuis 8 ans maintenant. Oui, pour Socub, on a dépassé les 20 millions de CA. C'est incroyable. Et voilà, et on continue Félicitations. la croissance. Merci. Moi, je trouve ça... à chaque fois, je sais pas pourquoi je suis fière des personnes qui lancent des marques qui réussissent. Je trouve ça trop stylé. Je me dis, franchement, bravo. C'est génial. Et du coup, pour clôturer un peu ce podcast, et notamment aux personnes qui nous écoutent, qui, je sais en tout cas pour la plupart de nos auditrices, qui sont majoritairement des femmes, souhaitent lancer leur marque. Il y a ce côté un peu produit, un peu peur, etc. Mais souvent, qu'elles ont peur, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se lancer, c'est d'oser. Du coup, j'ai deux dernières questions pour toi, en fait. Je pense, et tu vas peut-être confirmer ça, que dans ce parcours entre la Soconade il y a 8 ans et celle de maintenant, tu as beaucoup évolué. Oui. Tu as dû perdre des choses. Est-ce que les choses... Tu me reprends, c'est pas le cas peut-être, mais est-ce que les choses que tu as perdues dans ce chemin en valaient la peine ? Et est-ce que, enfin, si tu peux nous dire un peu ce que tu as perdu et ce que tu as gagné aussi en contrepartie ? Notamment, tu me parlais, pour t'aiguiller un peu, sinon tu vas me dire, désolée avec ta question, je la comprends pas. En gros, tu me parlais notamment des personnes qui voulaient te laisser te réfréner et te laisser, on va dire, dans ton environnement. Je sais que c'est la peur de beaucoup de mes clientes aujourd'hui en disant mon environnement change, blabla, etc. Est-ce que ça a été le cas pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu as perdu d'autres choses ? Mais qu'est-ce que tu as pu gagner en échange ? Oui, j'ai perdu certaines personnes au fil de l'évolution professionnelle, etc., où tu peux te rendre compte que ces personnes, en fait, elles ne sont pas forcément ravies pour toi ou contentes pour toi et que, en fait, il y a certaines personnes qui veulent que tu réussisses, mais jamais plus qu'eux ou jamais trop. Tu vois, ok, mais pas trop. Et du coup, je me suis éloignée de certaines personnes. Et en retour, j'ai gagné d'autres personnes aussi plus saines d'esprit. Et c'est vrai qu'on néglige pas mal la santé mentale, surtout dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que c'est hyper important aussi de prendre soin de soi, de poser ses limites et savoir dire non aussi aux personnes. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as gagné, tu penses, et que tu n'échangerais là plus pour rien au monde ? Une confiance en moi que j'ai gagnée de par... le parcours que j'ai eu, les résultats que j'ai eu aussi, qui montrent que, ah oui, ça fonctionne, on peut faire les choses avec passion, on y va, même si on n'a pas le budget, même si on n'a pas les codes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peu de doutes sur ce que je peux faire en ma capacité à réussir, à me lancer dans des nouveaux challenges, commencer des choses nouvelles, etc. Où avant, j'aurais pu me poser 1 milliard de questions. Et maintenant, aujourd'hui, je suis tellement fonce, en fait. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Rien, au pire, j'ai appris. Et du coup, dès que j'ai envie de faire quelque chose, etc., je ne me pose plus 1 milliard de questions. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'énorme que j'ai pu gagner parce que je me dis au moins, si par exemple, je devais mourir demain,
je serais contente de dire, mais j'ai testé tout ce que j'avais envie, j'ai pas de regrets. Je suis contente, je suis allée au bout de ce que la vie allait me donner et je suis hyper contente. J'aurais pas de regrets. Et ça, je pense que franchement, c'est le plus beau Ouais. des cadeaux de se dire Ouais. demain, si je meurs demain, en fait, j'aurai au moins tout ce que j'ai eu l'opportunité de faire ou de D'oser, tester, je l'ai etc. fait. Je l'ai fait. Ouais. Et, Vraiment. et du coup, si tu devais parler face à la caméra Ouais. et à la femme peut-être qui t'écoute et qui se dit j'étais hésitante au niveau du podcast, mais là, Ouais. franchement, ça me titille. Qu'est-ce que tu lui dirais qui a peur? Et je pense que du coup, on a peut-être la même typologie de clients, parce qu'on intervient dans des phases Oui. différentes. Hein, mais moi, je suis plutôt sur la partie création, développement produit. Et toi, tu es vraiment sur lancer une marque qui Ouais. cartonne et qui se vend. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui nous écoute et qui hésite, Ouais. qui a peur, qui peut Ouais. être inspirée par ton parcours d'ailleurs? Ouais. Je dirais, en fait, je pense que je vais partager une citation parce qu'elle est très, très parlante. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. » Donc, en fait, finalement, les girls, si vous faites toujours la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, si vous voulez quelque chose de différent, il va falloir oser y aller parce que personne ne le fera à votre place. Et c'est vrai que souvent, moi, ce que je m'étais dit quand je me suis lancée, je me suis dit, mais à un moment donné, il faut que je prenne ma vie en main parce que au final, si je laisse faire les choses, il n'y a personne qui va taper à ma porte et me dire, tiens, Socona, 1 million d'euros, change ta vie. Non, ça n'arrivera pas. Il va falloir que j'investisse en moi, il va falloir que je fasse les choses et du coup, avoir conscience de ça, c'est que si on veut des choses différentes, il va falloir faire des choses différentes. Et ce que je dis souvent aussi à mes clientes que j'accompagne, c'est fait vaut mieux que parfait. Parce qu'on veut toujours le truc parfait. Non, mais j'attends ci pour me lancer. Non, mais j'attends ça, etc. Et finalement, est-ce qu'on ne se cache pas derrière une peur en cherchant cette perfection, etc. Fais, ose, lance-toi, tu apprendras des choses et ça va s'améliorer au fur et à mesure de ton parcours entrepreneurial, tout simplement. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Est-ce Merci à qu'il toi, y a Alix. quelque chose, une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que je n'ai pas abordé où tu te dis, attends, il me reste 2-3 minutes, il faut quand même que je l'aborde, c'est ultra important maintenant? Ou est-ce que tu te sens rassasiée, c'est bon, tu penses avoir on a dit vu tout ce beaucoup que de tu choses, dis? hein, finalement. C'est bon? On a regardé, on a vu différents angles, etc. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, non, j'ai pas une question spécifique ou un truc où je me dis, pourquoi on m'a pas Alors demandé c'est ça bon. C'est bon, mon rôle est complet. Il n'y a rien Super. d'autre qu'elle veut nous partager aujourd'hui. Donc, je vous encourage, si vous le souhaitez, vous allez tout retrouver en barre de description pour la partie entreprise, SoCup avec tous les liens, les produits qu'elle propose et puis également son Instagram que je vous invite vraiment, vraiment à suivre, notamment si vous voulez lancer une marque avec, en vous basant aussi sur des stratégies e-commerce. Elle partage énormément d'astuces, toujours à la pointe sur TikTok, Shop, etc. Je vous mettrai également les liens. Et puis, bien entendu, si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques avec un produit sur mesure et des petites quantités, il y a les COPS de la cosmétique et le laboratoire Europe Cosmétique qui existe et vous avez également les liens en bio. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.